Bon mes amis, nous sommes partis pour parler de One Piece et je m'excuse parce qu'il est vrai, je n'ai pas tourné la vidéo de review la semaine dernière, même si le chapitre était très sympa. En vrai, il y avait beaucoup de choses qui ont été introduites dans le chapitre dernier, et malheureusement, j'ai pas pu tourner la review parce que voilà, je taffais et puis je préparais une grosse vidéo pour la chaîne principale qui arrive bientôt d'ailleurs. Donc soyez prêts, mettez la cloche, tout ça. Mais du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo de review la semaine dernière et je m'en excuse. On va peut-être parler un petit peu du chapitre de la semaine dernière dans cette vidéo, on verra. En tout cas, le chapitre de cette semaine était très sympa et on va en parler. Bref, mes amis, c'est parti pour la review du chapitre 1066 de One Piece. Bon, ce chapitre 1066 est un chapitre excellent, mes amis. On apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui nous sont introduites aussi dans le chapitre, et ça fait extrêmement plaisir. C'est la suite directe du chapitre précédent, donc un petit peu compliqué de parler de ce chapitre sans parler du chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, on apprenait quoi? On apprenait qu'il y avait, eh bien, un monde perdu, un monde dans lequel la technologie était ultra développée. Et c'est du coup, eh bien, ce dont on va parler dans ce chapitre. Alors je vais être honnête tout de suite, on apprend que du coup le siècle oublié était très poussé en termes de technologie, tout ça. Et moi j'avoue, ça m'a pas vraiment étonné en fait. Je veux dire, j'ai vu plein de gens sur Twitter faire les étonnés en mode what the fuck, c'est improbable. Même Takiro il me dit waouh mais c'est dinguerie et tout. Et moi j'étais en mode c'est logique en fait. Pourquoi je dis que c'est logique? Parce que on a des armes antiques, dont Pluton par exemple, qui est une arme technologique ultra développée d'un monde ancien et perdu. Ça paraît logique qu'il y avait eu un monde du coup ancien et perdu, hautement technologique. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de temps que dans One Piece, on nous dit qu'il y a eu un monde où il y a eu des technologies de ouf. Soit avec Pluton et les autres armes antiques, que ce soit avec les poneglyphes, les road poneglyphes, etc. qui prouvent qu'il y a eu vraiment de sociétés très développées à l'époque, que ce soit avec les fresques qu'on a vues des différentes espèces qui descendaient du ciel, etc. Bref, pour moi, ça coulait de source qu'il y avait eu une époque avec une grande poussée technologique, avec une civilisation ultra développée. Genre, j'ai pas été étonné en fait. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas été étonné que je n'ai pas kiffé. Loin de là, j'ai adoré. Et du coup, ce chapitre, il va parler un petit peu de tout ça. Il va parler de ce que les personnages savent et de ce qu'ils ne savent pas. Et il y a un truc très intéressant que dit Vegapunk. Il dit que le gouvernement mondial actuel a effacé l'histoire et surtout l'a potentiellement modifiée. Et c'est marrant parce qu'en vrai, c'est un petit peu ce que j'avais dit. Alors, je me souviens plus exactement ce que j'avais dit, mais j'avais dit un truc comme quoi, eh bien, Im-sama avait sûrement quelque chose à cacher dans le passé et que donc, c'était lui qui avait effacé l'histoire. On en avait parlé, je crois, dans le chapitre où on avait revu Im-sama, tout ça. J'avais dit que, pour moi, ça me paraissait bizarre qu'il y avait eu un siècle oublié et que le gouvernement mondial y était forcément pour quelque chose. Parce que voilà, c'était louche. Et du coup, le fait que Vegapunk mette cette hypothèse, j'avoue, ça me renforce dans l'idée que tout ça, c'est à cause du gouvernement mondial. Et d'ailleurs, parlons un petit peu de Vegapunk. Parce que jusqu'à présent, on connaissait toujours pas son vrai visage à Vegapunk. On connaissait ses différents alter ego, on connaissait la version Daft Punk de Vegapunk, mais on connaissait pas le Vegapunk. Et bien dans le chapitre, on le découvre enfin. Et honnêtement, ça fait extrêmement plaisir de connaître enfin le visage de ce personnage si mystérieux, si ténébreux de l'univers de One Piece. Alors du coup, j'ai regardé un petit peu les réactions des gens par rapport à ce nouveau personnage qui nous est enfin dévoilé. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont un peu dubitatifs par rapport au chara design, qu'ils le trouvent un peu bizarre, etc. Moi j'avoue, c'est pas un chara design qui m'a choqué et c'est pas un chara design qui m'a beaucoup étonné. En fait, ça m'a pas vraiment étonné parce que Oda s'est toujours inspiré de personnages réels, historiques, pour créer des personnages dans son univers. Du coup, pour moi, ça paraissait logique que pour son plus grand scientifique, eh bien, il utilise Albert Einstein en fait. Alors attention, je suis pas en train de dire que je savais exactement à quoi allait ressembler Vegapunk, pas du tout, mais tu vois, moi, je suis pas trop étonné qu'il ressemble à ça en vrai. Et au-delà de son apparence, c'est un personnage que je trouve super intéressant parce que dans ce chapitre, on en apprend un petit peu plus sur qui est réellement Vegapunk, quelles sont ses ambitions, quels sont ses projets. Et on découvre notamment qu'il est un petit peu lié à l'armée révolutionnaire. Alors il ne fait pas partie de l'armée révolutionnaire, et d'ailleurs dans ce chapitre, on en apprend un petit peu plus sur l'armée révolutionnaire, comment elle s'est créée, quelle est son histoire, etc. Mais du coup, on apprend que Vegapunk connaît Dragon, et qu'ils partagent certaines mêmes idées. Le truc, c'est que Vegapunk n'a pas rejoint l'armée révolutionnaire parce que l'armée révolutionnaire est pauvre.
Voilà. Il faut dire les termes, l'armée révolutionnaire n'a pas de thunes, et du coup pour Vegapunk, bah c'était pas intéressant, parce qu'il pouvait pas créer de technologie, il pouvait pas développer son cerveau en faisant partie de l'armée révolutionnaire. Et du coup c'est très intéressant, parce que ça montre que Vegapunk n'a pas rejoint la marine par conviction, mais juste parce que ça lui offrait une opportunité pour pouvoir développer ses sciences en fait. J'avoue que je suis quand même un petit peu méfiant, parce que là, bon, devant les Mugiwara et tout, il fait le gentil, il fait le beau, il fait genre qu'il est plutôt ami, et que lui il s'intéresse juste à la science, et à l'histoire notamment, parce qu'il parle de l'histoire par rapport à Nico Robin, de son île, etc. Il fait le gentil, mais en vérité... c'est quand même pas un super gentil, hein. Il a quand même transformé Kuma en un cyborg sans vie pour créer les pacifistas, créer les séraphines, il a quand même bien aidé la marine. Il a peut-être certaines idées en commun avec Dragon, mais ça fait pas forcément de lui un révolutionnaire pour autant. Mais à mon avis, dans les prochains chapitres, on va en apprendre un petit peu plus sur les ambitions et les réels projets de Vegapunk, parce que dans ce chapitre, à la fin du chapitre, il se retrouve nez à nez avec Bonnie. Et Bonnie va forcément le questionner par rapport à son père, par rapport à Kuma. Et donc peut-être qu'on va en apprendre un petit peu plus du pourquoi, du comment il a transformé Kuma en cyborg. Et la dernière chose qu'on ignore sur ce personnage, c'est a-t-il un fruit du démon? A-t-il un pouvoir? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Parce qu'il y a un truc que j'ai quand même trouvé assez bizarre, c'est que dans le passé, il avait un cerveau de la taille d'une planète, hein. Il avait une tête immense. Et là, dans la toute dernière case qu'on voit dans ce chapitre, eh bien, il a une tête beaucoup plus petite et surtout une tête coupée en deux avec un espèce de chapeau pomme sur la tête. C'est extrêmement bizarre, ok? Il y a un truc qui cloche. Et le dernier truc qui a un petit peu attiré mon attention dans ce chapitre, alors forcément, l'armée révolutionnaire, j'ai trouvé ça très cool aussi, mais on ne va pas vraiment en parler parce que voilà, j'ai trouvé l'histoire cool. Je suis content qu'on ait reparlé de l'armée révolutionnaire. Il n'y a pas grand chose à dire de plus en vérité. C'est très cool. Voilà, c'est un petit morceau d'histoire. On apprend comment l'armée révolutionnaire s'est créée. Je trouve ça très bien. Je trouve ça cool qu'on en parle, mais le vrai truc qui m'a attiré l'attention, c'est par rapport aux géants, par rapport à Elbaf, le fait qu'ils aient récupéré tous les livres que forcément Robin aura sûrement envie de lire. Est-ce que la prochaine direction des Mugiwara après cette île scientifique ne serait pas l'île des géants ? Peut-être que oui, dans le sens où Robin sait que tous les trésors de ses aïeux sont sur l'île des géants, elle aura forcément envie d'y aller. Même si Vegapunk dit avoir tout mémorisé dans sa tête, elle aura forcément envie de les lire par elle-même. Donc ça me paraît très logique que soit tous les Mugiwara, soit juste Nico Robin se rendent sur l'île d'Elbaf très prochainement. Bref, je pense pas avoir grand chose d'autre à dire, c'était un chapitre honnêtement très cool, je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez bien aimé le design de Vegapunk? Est-ce que vous appréciez ce personnage? Est-ce que vous le détestez? Dites-moi ça dans les commentaires. C'était un chapitre que j'ai trouvé vraiment très cool. On apprend beaucoup de choses où eh bien, on commence à voir un petit peu plus clair dans l'histoire du monde de One Piece. Ça s'accélère, ça devient cool. J'ai hâte de voir les prochains chapitres parce que si c'est comme ça à chaque chapitre, on va se régaler. Bref, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou pour une autre review d'un autre manga, genre par exemple My Hero Academia. Et je vous souhaite eh bien, un bon week-end. Allez, tchuss mes amis.